dirigeants actionnaires. Donc aujourd'hui, OBO, Owner Buyout, céder son entreprise à un holding LBO dans lequel le dirigeant actionnaire devient à nouveau actionnaire de la nouvelle société. C'est donc une opération capitalistique de cession d'entreprise. Donc le dirigeant actionnaire est lui-même également actionnaire de la nouvelle société. On va voir comment. Un slide me présentant, juste un petit détail par rapport à tout à l'heure. Donc on fait des opérations entre 2 et 100 millions d'euros et en moyenne, c'est 2000 heures de travail pour chaque transaction. Donc, c'est un petit peu petit peut-être, je vais agrandir un petit peu. OBO, c'est donc une opération capitalistique qui permet de réaliser, plusieurs objectifs à travers une cession d'entreprise. Donc c'est la cession de sa propre société, à travers un LBO, comme il y a des différents types de LBO. Il y a le leverage buyout, donc le LBO, le family buyout, le FBO, le management buy-in, MBI, heu et le MBO, Management Buyout. Donc, FBO, c'est un cas particulier du LBO dans lequel c'est une opération globale de famille avec, un nouvel actionnariat, donc familial et donc les actionnaires familiaux sont à la fois vendeurs et acheteurs et parfois il y a des enfants qui n'étaient pas actionnaires au préalable et qui deviennent actionnaires de la nouvelle structure, ou inversement, des grands-parents qui étaient actionnaires au préalable et qui ne sont pas actionnaires de la nouvelle structure. Mais en général, l'idée, c'est de faire une opération capitalistique familiale. L'OBO étant un cas particulier de FBO, mais dans lequel c'est le dirigeant lui-même, OBO, owner, le propriétaire, qui rachète la société. MBI, Management Buy-in, donc c'est avec un nouveau manager externe, et MBO, Management Buy-out, donc c'est avec un manager déjà actionnaire historiquement de la société. Et donc on peut faire tout ça à la fois, ça peut être un OBO, à la fois FBO et aussi MBI, MBO et donc cas particulier du LBO. Les objectifs poursuivis, premier objectif, dégager du cash. Donc le LBO, l'OBO permet de générer un cash out pour les actionnaires vendeurs. Un objectif très intéressant, ça permet donc de vendre sa société. Deuxième objectif, réduire le risque lié à son patrimoine. Avant l'opération capitalistique, peut-être que la famille avait 80% de son patrimoine au sein de la seule société et peut-être que la société faisait 10 millions d'euros et en valorisation, alors que tous les autres actifs patrimoniaux de la famille ne représentaient que 2 500 000 euros. Par exemple, si on additionne toutes les maisons familiales, tous les actifs boursiers, toute la trésorerie, toutes les épargnes diverses et variées de la famille pouvaient représenter beaucoup moins que la valeur de la société. Donc l'avantage de faire cette opération, c'est qu'on va générer du cash, réinvestir de dans la nouvelle société holding et donc pouvoir diversifier le patrimoine pour que la société familiale ne représente plus que 30% du patrimoine familial grâce à une dette bancaire et à différents financements dont on va parler juste après. Objectif suivant, pérenniser l'activité grâce à des personnes complémentaires, des actionnaires divers choisis pour leur complémentarité. Ensuite, objectif de devenir rentier avec un revenu récurrent et une fiscalité avantageuse. Les autres avantages, éviter de perdre le capital d'une société avec une seule société, un seul secteur d'activité, un seul dirigeant. Donc, on si on a une seule société, un seul dirigeant, un seul, secteur d'activité, c'est très risqué. Alors que l'avantage de ne plus mettre tous les œufs dans le même panier et seulement 20 ou 30 ou 40% du capital de la famille dans la société, ça permet de diversifier avec d'autres actifs. La bonne affaire également, 2 ventes. On vend une fois aujourd'hui et on revend une deuxième fois la société dans 3 à 7 ans après avoir, remboursé, tout ou partie, des financements. Il y a 4 effets de levier dans l'OBO. Premier effet de levier, l'effet de levier managérial. Deuxième effet de levier, l'effet de levier financier. Troisième effet de levier, l'effet de levier fiscal et enfin l'effet de levier juridique. Effet de levier managérial, c'est parce qu'il y a association de plusieurs managers, partenaires financiers et capitalistiques au capital. 2e effet de levier, l'effet de levier financier parce que, on va s'endetter pour acheter, l'entreprise. Ensuite, effet de levier fiscal parce que,
on va pouvoir déduire les intérêts, de l'opération et enfin, effet de levier juridique parce qu'avec seulement, 51 du capital plus, une dette supplémentaire, ben, on peut financer une opération. Dans l'exemple de tout à l'heure, si on dit que la société valait 10 millions d'euros, si on met 5 millions d'euros de dette et 5 millions de capital, pour avoir 51 du capital, il suffit de payer 51 de 5 millions. Donc avec seulement 2,5 millions, on arrive à contrôler une société qui vaut 10 millions d'euros. Donc effet de levier juridique parce qu'avec seulement 25 de la valeur des titres, on peut acheter la, société, donc grâce au double effet de levier financier et juridique. Et enfin, la séparation soft donc est réussie car progressive. Soft, parce que c'est une transmission qui permet, de ne pas, et le dirigeant ne part pas tout seul, violemment, du jour au lendemain. Il va rester actionnaire, minoritaire ou majoritaire, avec d'autres associés, avec, des membres de la famille. Donc, c'est une transition réussie et à la fois sécurisante pour l'entreprise, pour ses salariés, pour ses actionnaires, pour le management et pour les acquéreurs. L'OBO, on n'est pas obligé de le faire seulement entre soi. En général, l'objectif de l'OBO, c'est aussi de partager le capital. On peut faire une opération d'OBO uniquement en se vendant 100 à nous-mêmes et on rachète 100 avec la famille, mais en général, on va faire participer du management, différents types d'actionnaires, des fonds d'investissement ou pourquoi pas même des industriels, des sociétés. Alors, toutes les sociétés n'ont pas la possibilité de faire un OBO. On voit ici sur la courbe que les sociétés en création ou les sociétés en très forte croissance ne peuvent pas faire d'OBO parce qu'on ne va pas avoir la possibilité de mettre une dette bancaire avant que la société ait suffisamment de rentabilité, suffisamment de pérennité. Donc, l'OBO s'adresse à des sociétés qui ont une pérennité forte, une rentabilité forte et un cash flow positif régulier, récurrent, sécurisé chaque année. C'est donc généralement les sociétés en développement et à maturité et donc qui ont accès à l'OBO. L'opération d'OBO va être financée par différents financements, à commencer par du capital, qui a un certain coût, mais certains avantages également. Le coût du capital est entre 11 et 30 puis des obligations convertibles, dont le coût est entre 5 et 20 puis de l'affacturage, du leasing, des prêts participatifs, le prêt participatif de relance en France, qui ah, vous n'avez pas vu le nouveau slide, merci. Donc effectivement, donc là, c'était le premier slide. Ensuite, je vous ai montré les phases de la croissance de la société avec, la phase de développement de maturité qui permet, de générer suffisamment de cash, flow chaque année, récurrent, régulier. Et maintenant, les différents types de financement. Différents types de financement, à commencer par le financement capital, puis les obligations convertibles, dette médiane, dette privée. Affacturage leasing qui coûte beaucoup moins cher, mais qui nécessite, d'avoir, l'affacturage, donc des factures à facturer et le leasing du, matériel à refinancer en leasing. Prêt participatif de relance, c'est un nouveau prêt participatif qui a été détaillé par, le ministère français de l'économie, qui, informe les PME et les ETI qu'ils vont pouvoir emprunter sur 8 ans avec un différé de remboursement de 4 ans. Donc ils vont pouvoir rembourser seulement à partir de la 5e année, pour, faire face à la crise, sanitaire. Et donc, les PME vont pouvoir emprunter jusqu'à, 10-12 de leur chiffre d'affaires. Contrat participatif BPI France également, contrat participatif transmission, export, croissance, toujours avec un différé, mais seulement de 2 à 3 ans ici, avec un petit taux d'intérêt de 1 à 2 Des dettes bancaires, de 0 à 2 d'intérêt annuel. Donc là, on est vraiment sur, un coût assez faible. Le crédit vendeur, le complément de prix qui peut également être utilisé pour financer l'opération. Les avances remboursables et d'autres subventions. Donc c'est la somme de tous ces financements qui peuvent permettre de, financer l'opération et si on dit qu'il y a seulement 2 millions de capital, 2 millions d'obligations convertibles, 2 millions d'affacturage leasing, 2 millions de prêts participatifs relance, 2 millions de contrats participatifs BPI et 2 millions de dettes, donc là ça fait 12 millions d'euros. On a déjà 12 millions d'euros en additionnant, 2 millions d'euros sur les 6 premières lignes. Donc, c'est la somme de tous ces financements qui peuvent devenir la valeur des titres, de l'entreprise. On va également pouvoir remonter le cash
de la société. Ça s'ajoute encore et évidemment, il suffit, de prendre la trésorerie qui n'est pas nécessaire à l'exploitation de la société et de le remonter dans, le holding pour financer l'opération. On va pouvoir utiliser certains, investisseurs financiers également. Certains fonds d'investissement qui vont compléter le financement. Donc, comme on a dit, il y a du capital. Ça, ce sont, une cinquantaine d'exemples d'investisseurs financiers français qui investissent dans des PME. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur, de sa croissance, on va faire appel à un investisseur ou un autre. Ici, par exemple, il y a un investisseur qui s'appelle Entrepreneur Venture qui investit des tickets entre 500 000 et 1 million. Ensuite, il y a Kima Venture également sur des tickets inférieurs à 1 million. Et puis ensuite, il y a des Abenex qui investit des tickets entre 5 et 50 millions ou encore des KT Capital qui investissent entre, 20 et 200 millions d'euros. Donc on a vraiment, tous les types de financement de 200 000 € jusqu'à 200 millions d'euros suivant, sa taille et sa pérennité et son secteur d'activité. Auquel on va ajouter des dettes privées. Donc les dettes privées, c'est des fonds d'investissement toujours, mais avec des dettes. Donc l'avantage, c'est que l'investisseur ne participe pas au capital. Et enfin, des banques, parce que sinon, ça ne serait pas un effet de levier bancaire. Donc dans LBO, il y a l'effet de levier bancaire, L comme leverage et buy-out. Donc c'est bien la somme de ces différents types de financement qui permet de faire l'OBO. Donc, pour y arriver, bon, faut faire différents types de dossiers de financement, les présenter aux investisseurs, puis mettre en compétition les investisseurs pour sélectionner les meilleurs. Voici donc un exemple sur une opération. Alors là, on était sur une opération à 61 millions d'euros de valorisation. Donc là, on avait une NewCo, donc une holding, qui a acheté la société 61 millions d'euros à l'aide de financement par dette et de financement en capital. Les financements en dette donc, ont cumulé 27 millions d'euros entre de la dette mezzanine, de la dette BPI France et de la dette senior. Et ensuite, on a rajouté donc, un industriel qui a mis 15 millions d'euros, mais qui était en compétition avec des fonds d'investissement, des holdings d'investissement et des family office. Donc, on a préféré cet industriel qui, au final, a mis 15 millions d'euros contre 40% de capital. Et le dirigeant vendeur qui, sur les 61 millions d'euros, a choisi d'en garder 39 millions et d'en réinvestir 22 millions. Et contre ces 22 millions, il a gardé 60% de capital. Donc 60 millions d'euros de valorisation, 39 millions d'euros de cash out. Et donc, sur les 60 millions, il a réinvesti 22 millions. Donc ces 22 millions ne lui ont rien coûté du tout. C'est juste un tiers du prix qu'il a réinvesti. Et contre ce tiers du prix, il a gardé 60% du capital. Donc, quand on est soi-même actionnaire de l'entreprise, on fait ce qu'on veut. Donc, on va pouvoir choisir combien on réinvestit et combien on met de côté. Ensuite, ce qu'on ne choisit pas nécessairement, c'est la valeur des titres, mais c'est au terme d'un processus d'appel d'offres compétitif que on va pouvoir sélectionner la meilleure offre. Et donc, ici, sur ce cas précis, la meilleure offre, c'était 61 millions d'euros et on avait aussi d'autres acquéreurs qui ont proposé des offres à 20 millions, 40 millions, 45 millions. Donc déjà, on a préféré évidemment l'offre à 61 millions d'euros plutôt que des offres à 30, 40 et 50 millions d'euros. On a eu 17 offres, 17 acquéreurs, 17 offres. Par ailleurs, on a également préféré l'industriel parce qu'on allait pouvoir développer des synergies et c'est aussi parce qu'il y avait des synergies que l'industriel a proposé un prix plus élevé. Et enfin, on a choisi l'opération financière dans laquelle les financements bancaires et dettes mezzanine nous paraissaient acceptables. Et effectivement, 12 millions d'euros nous permettaient d'avoir une dette inférieure à 4 fois l'EBITDA. Donc ça nous paraissait raisonnable. Donc ça, c'était l'opération l'année N. Et ensuite, on a pour bon espoir de déboucler l'opération 5 ans plus tard, selon un schéma comme celui-là. Donc premièrement, on pense que la valeur pourrait être de 150 millions d'euros dans 5 ans, grâce aux synergies et à la croissance de l'entreprise. Alors c'est très ambitieux, mais c'était une société en très forte croissance. Et à ce moment-là, on pense pouvoir faire 46 millions d'euros de cash out supplémentaires en vendant les 60%. Et donc, on pense qu'on aura un total de 100 millions d'euros entre la première et la deuxième opération capitalistique. Et à ce moment-là, on pense que l'industriel sera l'acheteur qui achètera le reste du capital. Voilà pour l'OBO.
donc on est bien sur une cession d'entreprise à un holding dans lequel nous-mêmes, actionnaires, vendeurs, restons un actionnaire. Alors, dans cet exemple, on est à 60. On aurait pu décider de garder 100 du capital. Et à ce moment-là, on aurait fait, on aurait dû investir non pas 22 mais 37 millions, ou on aurait pu aussi, ne réinvestir que 15 millions d'euros et à ce moment-là, on aurait gardé seulement 40 du capital du holding. Donc tous ces cas particuliers, ce sont des cas particuliers d'OBO. Pour y arriver, donc on prépare un dossier de présentation, présentant la société, les dirigeants, les éléments financiers et données de marché. On va rentrer dans les détails, parce que tous les acheteurs, les investisseurs vont vouloir qu'on leur réponde à toutes leurs questions sur les contrats, les rentabilités. Voilà d'autres exemples de slides, qu'on peut rédiger. Alors, je vais évidemment vite parce que c'est pas l'objet de détailler un dossier de présentation, mais on détaille à la fois les salariés, les éléments financiers, le budget, l'historique, la croissance. Ce qui est intéressant rapidement, c'est, l'évolution des multiples de valorisation des grosses PME ETI européennes. On est à 11,3 fois l'EBITDA au dernier trimestre. Alors ici, vous avez 11,1 fois, l'EBITDA au dernier trimestre 2020 et le dernier multiple, c'est le premier trimestre 2021, qu'on n'a pas eu le temps de mettre à jour ici, qui est sur 11,3 fois l'EBITDA. Donc on a des multiples de valorisation très élevé, beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était, par exemple, sur la période 2008 à 2015, dans laquelle les multiples de valorisation étaient compris entre 5 et 9, 5 et 8 fois l'EBITDA. Et aujourd'hui, on est plus entre 10 et 12 fois l'EBITDA sur les grosses PME ETI en croissance et rentable. Évidemment, si on est sur une petite PME non récurrente, on a des multiples qui peuvent être de 2, 3, 4 fois l'EBITDA, comme vous le voyez ici, sur les petites sociétés de 2 à 75 millions d'euros. On a des 10% des sociétés qui valent moins de 3 fois l'EBITDA. Donc, il faut quand même prendre en compte l'écart type important entre certaines grosses PME qui valent 10, 12, 15 fois l'EBITDA dans certains cas et les plus petites. N'empêche que tous les multiples ont progressé de 50 ces 10 dernières années. La fiscalité de cession, d'entreprise évidemment qui est assez avantageuse, mais dont on reparlera avec Stéphane dans quelques minutes. Mais effectivement, la France est d'une certaine manière un, paradis fiscal pour, la cession d'entreprise avec des prélèvements obligatoires, assez réduits dans le cadre de la cession et de l'OBO. Merci, je vais laisser la parole à Stéphane. Je vais quitter l'écran et ensuite on. Une minute, Voilà. Patrice. Est-ce qu'il y a des questions pour Patrice au niveau de sa présentation avant de passer la parole à Stéphane? Si vous avez des questions, c'est le moment de le faire. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Tu peux entamer ta présentation. Non, c'était très clair, la vérité, c'était très clair et très détaillé. Stéphane, tu peux entamer ta présentation. De toute façon, la messagerie est ouverte. Donc, si on a des questions, ils vont les poser au travers de la messagerie. Ça marche. Et on reprendra donc des questions après ta présentation aussi. Ça marche. Alors, juste avant ma présentation, simplement dans le prolongement de ce que disait Patrice, je voulais juste dire que c'est une opération, l'OBO, qui est, à mon sens, très rentable parce que quelquefois, on est obligé de vendre l'entreprise à des moments qu'on n'a pas choisis. Alors, il peut y avoir le départ en retraite, il peut y avoir aussi le décès. Bien évidemment, dans un OBO, il vient de montrer à quel point la mise en concurrence faisait qu'avec 17 offres, il arrivait quasiment à doubler ou à tripler le prix de vente de cette entreprise. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je rencontre au quotidien en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est que, bien évidemment, à partir du moment où on est où on a une société, souvent, j'ose pas dire toujours, mais je le pense très sincèrement, comment dire, le régime matrimonial qui est choisi est la séparation de biens. Donc, je me retrouve habituellement avec des clients qui ont des patrimoines, j'en ai un actuellement d'à peu près 25 à 30 millions d'euros, le conjoint doit avoir 300 ou 400 000 euros à lui. Donc, quand une personne vient me voir et me dit j'aimerais bien penser à ma succession et la préparer, je peux vous dire que c'est difficile parce qu'en France, on peut donner 100 000 euros par parent et par enfant.
Donc, quand on a 30 millions d'euros, on va pas faire grand-chose à ce niveau-là. Je pense que c'est beaucoup mieux de l'anticiper, et dans les leverages qui ont été présentés par Patrice, il y a le leverage familial qui permet d'introduire les enfants. Soi-même, on récupère de l'argent à l'occasion de cette première vente, et par contre, on reste dans l'entreprise. Et ce qui est très, très important pour l'équipe racheteuse éventuellement, c'est que on reste dans l'entreprise encore quelques années, on y est lié. C'est pas comme un départ en retraite où on s'en va, on vend une entreprise et puis on lui laisse les clés. Donc les prix de vente ne sont pas les mêmes du tout, et c'est important. Enfin, j'appuie moi complètement ces montages d'OBO, de LBO et surtout de passation familiale qui me semble absolument vitale. Alors maintenant, on a vendu, on se retrouve avec des liquidités. Pardon? Il y a une question déjà? Non, il n'y avait pas encore de questions. C'était juste quelqu'un qui apparemment a toussé un petit peu, Stéphane. Parfait. Alors... Moi, je voudrais juste donner, Stéphane, un petit exemple d'un FBO quand même. Oui. C'était un cas d'une valorisation à 10 millions d'euros, et il y avait 2 garçons, une fille. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, le FBO a permis de donner la fille. En fait, il se trouve que dans le cas présent, c'est la fille qui voulait diriger l'entreprise. Donc, c'est pas le cas habituel, mais c'est un cas de plus en plus fréquent. Et donc, les 2 garçons qui avaient des carrières totalement différentes. Donc, c'est la fille qui voulait garder une part du capital. Et donc, comme il y avait un héritage dans lequel les parents voulaient laisser les 3/4 de l'entreprise aux enfants, et les 2 parents voulaient garder 1/4. On a effectivement mis en place une opération dans laquelle, en échange de son quart, la fille gardait 40% du capital, les parents gardaient 40% du capital, les 2 fils prenaient 10% chacun, plus l'équivalent de 30% sous forme de cash. Et donc, ils ont touché chacun 2 millions d'euros en cash, alors que les autres ont touché 40% du capital. Donc, en fait, ils ont touché 2 millions plus 10% du capital. Et donc, comme ça, tout le monde était content. La fille, elle a eu 40%, comme celle qui travaillait, c'est normal qu'elle ait une grosse part du capital. Et elle avait 0 argent en plus, alors que les garçons, ils avaient 2 millions plus 10%. C'est un schéma qui permet de simplifier le patrimoine de la famille, et fiscalement, je ne veux pas rentrer dans le détail ici tout de suite, mais c'était très avantageux parce que, comme tu l'as dit, on ne peut pas donner plus que 100 000 euros, mais on peut donner beaucoup plus par différents schémas de donation, d'usufruit. Voilà. Je te laisse la parole. Ok, je vais partager l'écran. Donc, effectivement, est-ce que vous voyez? Oui. C'est bon, c'est parti. Donc, on est dans un schéma d'épargne mobilière dans un premier temps. Il peut y avoir aussi de l'épargne immobilière. Je ne sais pas Je vais essayer d'avancer. Si on n'arrive pas à tout faire aujourd'hui, on refera une session complémentaire. Mais déjà, sur l'épargne immobilière, c'est important. On dispose de liquidités. Hop, un petit instant, il faut que j'y accède. Voilà. Donc, s'interroger sur certaines conséquences de votre localisation, c'est important. On est aujourd'hui dans le cadre d'Experalia, et il y a des cas de figure où certains dirigeants d'entreprise se retrouveront déjà en Israël au moment de la vente, ou s'y retrouveront plus tard. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit immédiatement ou après, il faut vraiment se poser cette question. Je reprends avant d'aborder l'épargne mobilière, je voudrais juste simplifier au maximum la position du fisc français. On pourrait en parler pendant 1 heure, 1 heure et demie des droits de succession, mais en l'occurrence, comprenez que les droits de succession sont imposés en France selon le barème des droits de succession, qui peut monter à, on va dire, 60% pour des étrangers, mais disons 45% pour la famille, sur le patrimoine foncier ou sur les actifs liquides figurant sur des comptes bancaires en France. C'est important. Donc, si on part en Israël et on conserve des comptes en France, eh bien, on accepte simplement que la totalité de ce patrimoine soit taxée en France, selon le barème des droits de succession en France, sachant qu'en Israël, il n'y a pas de droit de succession. Par contre, le fisc français a une autre position. Il peut y avoir l'ouverture d'une succession sur la totalité du patrimoine mondial
pour les héritiers qui sont résidents français. Donc, je vous donne un schéma où on a 20 millions de patrimoine et on a 2 enfants. Si on les laisse en France, bien évidemment, on sera taxé sur les 20 millions. Si par contre, on est parti, on réside en Israël et on a aussi un enfant qui réside en Israël et un qui est en France, eh bien, en cas de décès, il n'y aura pas de taxation de droit de succession pour celui qui est en Israël. Il faut bien comprendre que le patrimoine n'est pas en Israël et l'héritier n'est pas en Israël non plus. Donc, la France n'a pas de raison de taxer. Par contre, pour l'héritier qui restera en France, il y aura une taxation. Donc, c'est important qu'on anticipe ces choses et bien évidemment, on organise la gestion des actifs en conséquence de ce qui vient d'être évoqué. Donc, dans le cadre d'Experalia, c'est un non-sens absolu que de laisser de l'argent en France, en tout cas à long terme. Donc, les actifs liquides, à mon avis, devraient être détenus dans 2 types de véhicules. Un premier qui est très connu et qui correspond à l'épargne préférée des Français, qui est l'assurance vie. Le deuxième, c'est le contrat de capitalisation démembré. Alors, je reviendrai sur le contrat de capitalisation démembré dans quelques minutes. L'assurance vie, je vais me mettre dans le cas de figure le plus général. Alors, quelle que soit la date de souscription du contrat, il faut comprendre que les prélèvements sociaux non encore réglés sont toujours retenus lors du dénouement du contrat, sauf bien évidemment si on est non-résident. Alors, dans une grande majorité des cas, les primes vont être versées après le 13 octobre 1998. Puisqu'il y avait un changement de fiscalité, il faut comprendre que les sommes qui ont été versées sur les contrats d'assurance vie avant cette date ont une fiscalité particulière et avantageuse. Donc, imaginons qu'on ait une vente aujourd'hui, bien évidemment, on est dans le cas des primes versées après le 13 octobre 1998. On a des primes qui sont versées évidemment avant l'âge de 70 ans, c'est très important dans le domaine de l'assurance vie, et à ce moment-là, on se retrouve clairement dans le cas de capitaux transmis aux bénéficiaires désignés en application de l'article 990I du CGI. Faisons simple, et voilà ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que par bénéficiaire, on a 152 500 €, tout contrat confondu, qui sont exonérés. Sur les 700 000 € supplémentaires, donc jusqu'à 852 500 €, on est taxé à un taux, assez faible de 20%. Je dis assez faible parce que c'est toujours en comparaison des droits de succession qui montent à des niveaux bien supérieurs. Et au-delà de 852 500 € et sans limite, cette fois-ci, on est à un taux unique de 31,25 à comparer aux 45-48% de la transmission en ligne directe. Je vais passer sur l'article 4B. Je voudrais juste vous dire de manière simple que si on parle d'ALIA, malheureusement, la plupart de nos clients veulent vivre en Israël et conserver des biens en France. Et vis-à-vis du fisc français, c'est un moyen important de dire que finalement, on n'est pas parti. Donc, il faut laisser le moins de patrimoine ici et surtout pas la résidence principale. Donc, globalement, les critères, c'est les critères de l'article 4B. Il y a 3 critères alternatifs qui font que l'État pourrait être fondé à dire, écoutez, vous êtes toujours français. Alors, c'est les personnes qui ont leur foyer fiscal ou leur lieu de séjour principal en France. J'en parle parce que beaucoup partent en Israël, mais ne passent que 2, 3, 4 mois en Israël et reviennent travailler en France. Alternativement, on appelle ça l'ALIA Boeing. Il y a celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elle ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire. On n'a souvent pas de revenus en Israël et toujours des revenus en France, dont notamment des revenus de retraite. Et puis, il y a le centre des intérêts économiques. Donc, comprenez bien que si vous avez un patrimoine de 3 millions d'euros, dont 500 000, 800 000 se trouvent en France et le reste en Israël, ce n'est pas effectif. La France n'est pas le centre de vos intérêts économiques. Donc, c'est important de penser à tout ça. Voilà, je vais passer très vite parce que on peut avancer rapidement.
Alors, pardon, excusez-moi, la page précédente était importante. Il faut que je vous dise qu'il y a des contrats d'assurance vie en France et ces contrats d'assurance vie, lorsqu'ils ont été souscrits en France, seront toujours taxés en France, même dans le cas de figure où on est parti à l'étranger et où on n'a aucun héritier en France. Donc, il est important de fermer les contrats d'assurance vie qui ont été souscrits en France, sauf s'ils ont vraiment des avantages fiscaux importants. On reviendra là-dessus plus précisément. Donc, assurance vie, oui, mais où? Pour moi, c'est forcément au Luxembourg. D'abord parce qu'il y a un environnement politique et fiscal qui est stable, très stable. On a un pays qui a une notation financière très rare, qui est encore AAA. Et puis, c'est le premier centre d'investissement en Europe et le deuxième au monde après les USA. Le Luxembourg, c'est plus gros que la Suisse, c'est plus gros que la City à Londres. Donc, c'est un tout petit pays, mais qui a fait de la protection, de la gestion, de la préservation des actifs financiers et aussi de la transmission une grande spécialité. Alors, les règles protectrices du Luxembourg me semblent très importantes. Je voudrais juste vous dire qu'un contrat d'assurance vie, vous bénéficiez du super privilège. Alors, ça paraît tout simple hein, de vous dire que vous êtes créancier privilégié de premier rang de la compagnie d'assurance. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Et ce n'est pas le cas en France, où le client est créancier de rang 6 derrière l'État, les organismes sociaux, les liquidateurs judiciaires, les salariés de l'assureur, les caisses de retraite des salariés de l'assureur. Donc effectivement, en France, une compagnie d'assurance, on n'a pas de problème, elles sont belles, elles sont solides, etc. Mais, il y a quand même une dette très, très importante de l'État qui est tenue en obligation d'État par les compagnies d'assurance. Et cette dette, et vous le savez, est en train de s'alourdir et c'est beaucoup alourdi avec la crise sanitaire qu'on rencontre. Donc, aujourd'hui, il faut quand même se poser des questions sur un souci qui pourrait arriver. Sur le Luxembourg, il faut savoir qu'on a en France et dans toute l'Europe, lorsqu'on est en banque, on a une garantie de 100 000 euros par personne. Je n'insiste pas, depuis à peu près 5-6 ans, on reçoit systématiquement un courrier chaque année dans le courant du mois de janvier avec le relevé du 31 décembre pour nous rappeler que la garantie bancaire n'est que de 100 000 euros. Sur les contrats d'assurance vie en France, on a une garantie de 70 000 euros par contrat. On a, je ne peux pas dire jamais, mais on n'a pas eu beaucoup de problèmes jusqu'à présent. Et donc, chaque année, les assureurs prennent une partie de leurs bénéfices pour les mettre dans un fonds de garantie des assurances de personnes. Et effectivement, ce fonds de garantie se montait début 2020, c'est le dernier chiffre que j'ai récupéré, à 4 milliards 269 millions. Mais quand vous divisez ce montant par 70 000 euros, eh bien, ça fait seulement 61 000 contrats qui sont couverts. Or, en France, il y a des dizaines de millions de contrats d'assurance. Au Luxembourg, il y a une petite différence, c'est que le montant est totalement illimité. Voilà, alors, il est illimité et il est garanti par l'État luxembourgeois, qui n'est pas un État qui est très grand, mais par contre, c'est surtout le mécanisme de séparation juridique des actifs que je vais vous présenter avec un petit graphique. Vous voyez ici, on a tout en haut de ce triangle le commissariat aux assurances. Ici, on a un assureur et la nouveauté qui est spécifique au Luxembourg, c'est qu'on a une banque dépositaire parce qu'au Luxembourg, un assureur n'a pas le droit de conserver les actifs financiers des clients. On les dépose dans une banque. Donc, il faut bien comprendre avec cette simple présentation que si l'assureur venait avoir des difficultés et disparaisse, eh bien, le commissariat aux assurances qui chapeaute le triangle de sécurité mettrait un autre assureur, demanderait à l'assureur en difficulté de transférer les dossiers des clients à un autre assureur, sachant que les actifs sont en sécurité dans la banque. Ce n'est pas le cas en France, évidemment. Mais il faut aussi se poser la question de la banque dépositaire qui pourrait avoir des difficultés, voire déposer le bilan, parce que malheureusement, ça arrive. Rappelez-vous Lehman Brothers,
aux États-Unis. C'était une banque qui était plus que centenaire et qui malheureusement a disparu avec les subprimes en 2001, si je me souviens bien. Voilà, 2011 plutôt. En l'occurrence, la banque dépositaire est chapeautée par le commissariat aux assurances, mais surtout, les actifs des clients ne sont pas logés dans l'actif de la banque. Ce qui signifie que si la banque est en difficulté, eh bien, il y a des comptes dans lesquels il y a l'argent des clients et ces comptes peuvent être transmis à une autre banque. Encore une fois, le triangle de sécurité luxembourgeois permet de piloter ça et je ne vais pas vous embêter avec un graphique compliqué, je voudrais juste vous montrer cette partie-là à gauche. Vous voyez, il y a un contrôle permanent qui est un contrôle trimestriel des actifs, c'est-à-dire que l'État luxembourgeois, chaque trimestre, vérifie l'état des comptes et la marge de solvabilité à la fois de l'assureur et à la fois de la banque. Il faut comprendre qu'au Luxembourg, on ne vend pas de TGV, on ne vend pas d'avion, on n'a pas de marque de voiture luxembourgeoise et le Luxembourg n'est pas réputé pour ses plages, ni pour sa gastronomie. Donc fondamentalement, il faut comprendre que la gestion de l'argent au Luxembourg, cette gestion, ce système qui a été mis en place, se veut totalement sécuritaire et beaucoup plus sécuritaire que dans le reste de l'Europe. Voilà, beaucoup plus qu'en Suisse, beaucoup plus, même si les banques suisses sont très solides et encore une fois, plusieurs sont centenaires, on n'a pas ces mécanismes de sécurité qui me semblent absolument importants. Alors, rapidement, et j'en termine avec les avantages du Luxembourg, le premier, c'est la neutralité fiscale du contrat. Il faut que vous compreniez que le Luxembourg, pour attirer de l'épargne, a dit, moi, toute personne qui n'est pas résidente luxembourgeoise, je ne prendrai aucun impôt et aucune fiscalité sur son épargne. Donc, en l'occurrence, le contrat, il porte la couleur de la résidence fiscale du client. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on souscrit un contrat en France, il est français, enfin un contrat luxembourgeois en tant que résident français. Eh bien, par définition, le Luxembourg va transmettre, s'il y a des bénéfices à un moment donné, qu'on externalise parce qu'on effectue un rachat du contrat, eh bien, il va, si vous avez coché la case prélèvement libératoire, l'envoyer au fisc français. C'est le seul pays en Europe qui s'est mis en adéquation avec Bercy, qui est en relation avec Bercy, et vous pouvez cocher la case prélèvement libératoire au Luxembourg aussi. En l'occurrence, vous partez vivre aux États-Unis, vous partez vivre en Israël, vous partez vivre dans un autre pays que la France, immédiatement, vous envoyez vos nouvelles coordonnées à l'assureur qui n'est plus en rapport avec le fisc français, mais se retrouve pour les plus-values ou les éventuels droits de succession en rapport avec le pays dans lequel on se trouve. Voilà. Le deuxième élément qui est important, pas de loi Sapin 2, c'est un mécanisme qui permet malheureusement depuis quelques années, c'est Michel Sapin qui avait mis ça en place, de bloquer pendant 3 mois renouvelables une fois, c'est-à-dire 6 mois consécutifs, l'épargne dans les contrats d'assurance en cas de difficulté de l'assureur. Donc, il n'y a pas de loi Sapin 2 au Luxembourg. La sécurité renforcée, j'en ai beaucoup parlé avec et le super privilège et le triangle de sécurité. Au Luxembourg, contrairement aux autres pays, on peut détenir beaucoup de devises, des shekels, du franc suisse, du dollar, de l'euro évidemment. Les placements sur mesure, là c'est plutôt pour moi en tant que gestionnaire d'actifs, vous dire qu'en France, dans des mauvais contrats d'assurance, on a le choix entre 15-20 fonds. Dans les bons contrats d'assurance, on a le choix entre 1 millier de fonds. Donc déjà, ça nous permet, lorsqu'on décide d'investir dans un domaine donné, d'avoir 3, 4, 5, 8 fonds dans lesquels choisir. Au Luxembourg, à travers un fonds interne dédié ou un fonds d'assurance spécialisé, on a le choix entre à peu près 35 000 fonds. Donc, c'est un choix qui est absolument infini. Donc, on peut loger les meilleurs fonds de la planète dans son contrat d'assurance vie au Luxembourg. Et enfin, c'est le cas actuellement, ça va être le cas encore pendant quelques temps. Il faut comprendre que votre argent placé au Luxembourg, de temps en temps, vous pouvez avoir besoin d'aider un enfant
ou soi-même de dépenser un petit peu d'argent. On effectue habituellement un rachat sur ce contrat. Il se trouve que comme dans le triangle, vous vous rappelez, l'épargne est gérée chez un banquier au Luxembourg, le banquier, pour continuer de gérer vos actifs, vous propose un crédit. Et si vous êtes content de la gestion qui vous rapporte 4, 5, 6, 7%, actuellement, on est dans un cas de figure où les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Donc, on peut très bien, à un moment donné, acheter de l'immobilier à crédit, puisque l'assureur vous accordera ce prêt assez facilement. Il détient largement plus que votre crédit. Donc, il n'y aura pas de difficulté. Actuellement, on est aux alentours de 1,1 à 1,20%. Donc, il vaut mieux laisser son argent placé la plupart du temps et vivre. Tant qu'on a des taux d'intérêt très bas, ce qui devrait rester le cas longtemps, compte tenu de la situation d'endettement des États dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Voilà, on a fait le tour du Luxembourg. Je voulais juste vous dire qu'il n'y a pas que l'épargne mobilière. J'ai une présentation sur l'épargne mobilière, mais ça risque d'être trop long. Et je voudrais aussi que vous nous posiez vos questions. Donc, sur l'épargne immobilière, j'y reviendrai une prochaine fois, sauf si on a un petit peu de temps et que vous me demandez d'effectuer cette présentation. Et voilà, nous sommes ouverts à vos questions. Stéphane, tu as terminé avec ta présentation? Moi, ma présentation, effectivement, est terminée. OK. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation donc, de Stéphane ou de Patrice? On a été aussi clair que ça? Oui, je suis étonnée, je te dis la vérité, parce que d'habitude, il y a toujours un tas de questions, donc je suis un petit peu étonnée. S'il n'y a pas d'autres questions, éventuellement, Patrice, tu veux éventuellement faire comme on avait fait la dernière fois. On avait posé des questions donc à nos participants pour comprendre un petit peu où est-ce qu'ils en étaient au niveau du processus de la vente de leur entreprise. Je pense que c'est une bonne idée, comme ça on peut cerner un petit peu les besoins. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Rachel. J'avais la dernière fois fait un petit tour de table pour connaître le projet de chacun. Alors, certains sont peut-être des conseils, avocats ou experts comptables. D'autres ont un projet personnel, familial ou se renseignent simplement pour savoir si dans 5, 10 ou 20 ans, ça peut être utile. Donc, l'idée, c'est de donner la parole 30 secondes à chacun pour dire pourquoi il est venu à ce webinar et peut-être répondre spécifiquement à son sujet, soit maintenant, soit en entretien privé. Dans l'ordre, peut-être Salomon Bensoussan, vous voulez commencer? Non, je suis venu en fait pour voir l'utilisation des fonds en investissement après en fait. Mais le début m'a intéressé, m'a tout à fait intéressé. Voilà. L'utilisation des fonds d'investissement pour votre société ou dans quel cadre? L'utilisation de fonds récupérés après la vente d'une société qui a déjà été faite en fait. Hein. D'accord, ok. C'était ce qui m'intéressait au départ. D'accord, ok. Donc c'était assez clair. Voilà. D'accord, merci. Ensuite, il y avait André Miodesli. Miodeski, excusez-moi. Je ne sais pas s'ils nous entendent, hein, Patrice, tu sais, parce qu'il y en a certains qui sont aussi, j'ai vu, en train de conduire. Donc, peut-être que ce n'est pas… Aaron, peut-être. Avec Bonjour, grand plaisir. Aaron. Bonjour, enchanté. Oui, moi au départ, ce qui m'intéressait au départ, c'était surtout tout ce qui se dit et ce qui ne se dit pas aussi à travers la France et notamment les banques qui se permettent aussi de mettre des vétos sur des fonds qui leur appartiennent et en fait c'est un peu entre guillemets légaliser quelque part le fait de pouvoir se servir sur chaque compte bancaire. C'est surtout cette notion-là qui m'inquiétait le plus. Et en fait, l'idée, c'est effectivement de ne pas laisser plus de 100 000 euros sur chaque compte. Alors, il n'est pas précisé. Est-ce que c'est… Oui, pardon. Allez-y. Posez votre question et puis je développerai un petit peu parce que j'ai abordé ce point très, très rapidement. Mais si vous voulez, je développerai un peu. Développe pas plus parce qu'en fait, vous dites 100 000 euros par compte, mais est-ce que c'est par personne? Par compte, parce qu'on peut avoir 100 000 euros sur un compte courant, on peut avoir 100 000 euros sur un compte PEL, par exemple. On peut avoir, ma fille peut avoir dans la même banque, par exemple mes enfants,
avoir des avoirs aussi à la même banque. Donc tout ça, est-ce que c'est tout confondu? Est-ce que c'est dispatché? Et puis quand même par personne, c'est le fait d'avoir voté une loi pareille, il me semble complètement aberrante, quoi. Ils peuvent se servir du jour au lendemain, quoi. C'est très inquiétant. Bah écoutez, c'est inquiétant, c'est pas si aberrant. Donc l'histoire, comment elle est venue, c'est que on a vécu une crise financière importante euh, qui était en 2011 au niveau de la Grèce. Il faut comprendre que on va dire la courroie de distribution de l'économie, c'est la banque, parce que la banque prête à la fois aux particuliers, à la fois aux entreprises et à la fois aux États. Donc, bien évidemment, quand l'État grec a déposé le bilan, ce qui était quasiment le cas en 2011, eh bien, nous avons tous été touchés. Les assureurs que je connais bien en France, les AXA, les Generali, etc., n'avaient pas plus de 1% en obligations grecques. Donc, 1%, ben, on l'a mis en pertes et profits, puis on n'en parle plus. Mais il faut bien comprendre que les banques grecques avaient à l'époque enfin en tout cas, la dette grecque était surtout détenue par les banques grecques. Donc il y a une banque sur Chypre, notamment, qui a dit, bah, écoutez, a expliqué à l'État que c'était si l'État ne les remboursait pas, ce serait le dépôt de bilan, à moins que on mette la main sur l'épargne des clients. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et là, il y a un Chypriote dont je n'ai pas le nom, et qui a eu une très très bonne idée. Il s'est arrosé d'essence, il a convoqué des journalistes, il a mis le feu, et ça a tellement choqué l'État que immédiatement cette somme de 100 000 euros est apparue. Et effectivement, tous les Grecs et Chypriotes qui avaient dans cette banque un peu d'épargne, l'épargne d'une vie, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 80 000 euros, n'ont pas été touchés. Et bien évidemment, comme Chypre est un paradis fiscal, ou était un paradis fiscal à l'époque, eh bien, les oligarques russes, notamment, qui avaient déposé des sommes colossales à Chypre et qui ne l'avaient pas déclaré, se sont fait avoir et ont tout perdu, sauf 100 000 euros. Eh bien, il faut comprendre que nous vivons aujourd'hui avec des États qui s'endettent systématiquement. Pardon de ma réponse un petit peu longue. Je trouve que la réponse de la France a été la plus importante en termes d'accompagnement de ses concitoyens, de ses entreprises, etc. Et on a dépensé plus que les Allemands, plus que les Italiens, plus que les Israéliens, plus que l'État israélien. Et en l'occurrence, la France s'est encore plus endettée qu'elle n'était. Et bien depuis quelques années, comme on a un mur de la dette, on n'arrive pas depuis 35 ans à équilibrer le budget, eh bien, ce n'est pas compliqué. Ils se sont dit, c'est pas mal, ça a marché en Grèce, on va l'adopter dans toute l'Europe. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où ce 100 000 euros s'inclut par personne et par banque. Donc, pour répondre à votre question, vous avez un PEL, un PEA, un compte courant, etc. C'est 100 000 euros pour l'ensemble de vos comptes. Évidemment, une personne, si on parle d'un enfant majeur, est différent. Si c'est un enfant mineur, il fait partie donc fiscalement du même foyer. Et donc, je pense que la garantie sera limitée à 100 000 euros pour tous les avoirs. Bien, voilà. C'est se tirer, à mon avis, pour un État comme la France, c'est se tirer une balle dans le pied, parce que du coup, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des fuites de capitaux et que les personnes, les investisseurs, prennent la tangente pour aller dans d'autres pays où la fiscalité est plus souple. Mais j'entends bien, mais on ne va pas faire un discours politique. Le problème, c'est qu'en France, quand on essaye de retenir justement ces investisseurs et qu'on transforme l'ISF en IFI, vous avez des gens qui défilent dans la rue. Une des principales revendications des Gilets jaunes, c'était le rétablissement de l'ISF, alors que ça ne les concerne pas. Donc, quand on dit c'est se tirer une balle dans le pied, oui, bon, peut-être, mais d'un autre côté, il y a quand même beaucoup de gens dans les rues qui défilent, qui cassent des vitrines notamment, et du policier aujourd'hui. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Très bien, merci pour la réponse. Merci beaucoup. Ensuite, David, peut-être?
Bonjour Patrice. Bonjour David. Bon, moi c'était déjà pour écouter un peu ce qui était dit, aussi bien au niveau fiscal que sur la stratégie de vente d'entreprise. Euh, on s'est déjà rencontrés, donc, donc je connais un peu ton parcours. Et voilà, comme j'accompagne en fait, bon, j'ai monté, moi j'avais vendu mes boîtes en France. J'ai monté des startups en Israël, j'ai investi en tant qu'investisseur et j'accompagne aussi beaucoup de sociétés en fait actuellement sur tout ce qui est levée de fonds pour eux en fait, principalement avec des investisseurs en fait dubaïtes, d'Émirats Arabes Unis. Parce qu'on a un réseau sur place, mais je suis en train de diversifier avec des contacts aussi en Europe et en France, avec ou des fonds ou des agences spécialisées pour diversifier et ne pas aussi se contenter que d'investisseurs en fait des Émirats Arabes Unis, surtout en ce moment où c'est un peu tendu. Donc voilà, donc les principes de vente, que ce soit LBO, etc., c'est toujours bien de les rappeler parce que ça permet de savoir un peu comment, quel type d'opération on peut faire. Voilà. Par contre, par rapport à Stéphane, c'est vrai que je suis un peu plus optimiste. Je pense que votre discours, il est un peu, pas négatif, mais un peu noir. Et c'est vrai qu'il y a cette histoire de 100 000 euros, en fait, par compte. Alors moi, j'ai entendu que c'était par compte, hein, c'était pas par personne fiscale. C'est vraiment en fonction de chaque assurance vie qui a été ouvert. Mais pour que ça arrive, c'est vraiment, il faut une faillite totale en fait de la France et je pense pas non plus que ça soit d'actualité quoi. Donc, je veux dire. Moi non plus, je ne le pense pas. Je ne pense pas que ce soit d'actualité, mais les années passent et la dette, elle augmente démesurément. Et je dirais que globalement, chaque année, on augmentait un petit peu. Et là, on a fait un vrai saut de puce très important avec la crise sanitaire qu'on a vécue et qui n'est pas terminée. Enfin, on aimerait bien qu'elle soit terminée, mais apparemment, il y a encore des métiers qui sont fermés et qui n'ont pas repris leur activité. Donc, je ne suis pas forcément négatif. Je dis simplement que d'un côté, il y a un petit risque. De l'autre côté, il n'y en a pas du tout. Et puis, il y a aussi le principe de la transmission pour les non-résidents. Donc, je ne vois pas l'intérêt de laisser des sommes en France dans des banques françaises alors qu'on est résident en Israël et que malheureusement, un jour, le plus tard possible, eh bien, on s'en ira. Et au moment du décès, les sommes qu'on a laissées en France seront taxées en France, quoi qu'il arrive. Oui, sauf que les banques aujourd'hui, nous fait qu'elles culpabiliser en fait les détenteurs des comptes en essayant de tout faire pour essayer de conserver les fonds justement au sein de leur banque française entre autres, et même en Israël, même quand la France